Messieurs, bonjour. Ce n'est pas la tenue habituelle des facultés de droit, je vous rassure tout de suite, mais ça s'en utilité. Voilà, je commence à détruire le matériel, dans le recycler, donc ça va pouvoir être possible. Oui, alors le rapport sera disponible, m'a dit Myriam, sur site. Il y a 43 pages, alors vous comprenez bien qu'en un quart d'heure, même en résumé, c'est difficile. Le thème est très juridique, et il en faut. Transition énergétique et territoire, au sens collectivité territoriale, un apport effectivement considérable. Je le resitue dans le cadre national. Notre Constitution elle-même, depuis l'intégration de la Charte de l'environnement en 2005, insiste sur la préservation de l'environnement comme un intérêt fondamental de la nation. C'est une dimension constitutionnelle. Et ce qu'on appelle territoire, je développe dans le rapport l'aspect doctrinal, renvoie en réalité, tout le monde le sait ici, mais c'est mieux de le préciser, aux collectivités territoriales, c'est-à-dire communes, départements, régions, et ce que l'on appelle les EPCI, qui, comme chacun le sait, signifie établissement public de coopération intercommunale, dont les fameuses métropoles, métropole Nice-Côte d'Azur, d'où je viens, décidément, bon, étant la première d'entre elles. Vous connaissez les différents textes qui ont été adoptés. Et deux textes majeurs que j'ai mis en annexe du rapport, c'est la loi du 17 août 2015, loi pour la transition énergétique, dont on est dans le sujet, et la loi du 8 novembre 2019, dite énergie-climat. Il y en a d'autres. Il y a la loi sur les mobilités, dont j'ai l'occasion de parler, et tout récemment, en février de cette année, février 2020, la loi sur l'économie circulaire et le point de lutte contre le gaspillage, sans compter les déchets. Alors, au niveau national, tout ce système, pour comprendre, c'est très français, c'est très juridique, c'est très étagé, c'est une pyramide. Il y a des normes essentiellement européennes, on le sait, des normes internationales avec l'accord de Paris, l'aspect constitutionnel et toute une série de textes, dont je viens de citer les principaux, qui fixent des obligations, dont au niveau national, tout le monde le sait ici, la stratégie nationale bas carbone, la SNBC, avec des perspectives chiffrées de neutralité carbone à l'horizon 2050. Et ces stratégies nationales se déclinent sur le plan régional tout d'abord, et ensuite sur le plan, effectivement, des territoires en dessous, essentiellement le plan des métropoles, mais également des communes. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, les territoires, les collectivités territoriales disposent de compétences très variées, très riches, en matière de transition énergétique, au-delà d'ailleurs, en matière d'environnement. C'est beaucoup plus large que la seule transition, mais bien entendu, celle-ci en fait partie. Et sur le plan régional, la loi non pas celle dont j'ai parlé, mais une autre loi du 7 août 2015, dite NOTRe, Nouvelle Organisation Territoriale de la République. J'ai remarqué à mes étudiants qu'il y a quelques années, on donnait le nom du député ou du ministre qui avait porté la loi. Maintenant, on donne des acronymes de plus en plus incompréhensibles, sauf pour les initiés. Vous pouvez jouer avec quelqu'un, vous pouvez le perdre pendant 10 minutes en le noyant sous des acronymes auxquels il ne va strictement rien comprendre. Nous en sommes quasiment là. Mais cette loi fait obligation aux régions d'élaborer le SRADET, exemple. De parler du SRADET au café, vous allez voir le succès que vous allez avoir. Mais tout le monde sait ici qu'il s'agit du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Alors, on a compris effectivement à quoi il servait, mais comme nous sommes en France, il y a des exceptions, que je cite simplement. L'Île-de-France, la Corse et 4 territoires d'outre-mer ont leur propre schéma qui n'est pas le SRADET. C'est normal. Pourquoi aurait-on fait simple quand on pouvait faire compliqué? Gardons notre esprit français bien connu. Donc ce SRADET est prescriptif, s'impose aux documents d'urbanisme, c'est ce qu'il faut retenir, aux documents de planification urbaine, et le législateur fait intégrer les schémas existants, encore qu'une ambiguïté pour les schémas régionaux climat, air, énergie, dans le SRADET. Donc le SRADET, pour faire simple, est un grand document englobant, globalisant, qui reprend, destiné à reprendre tous les documents existants en matière de transition énergétique. Et il est là pour fixer les objectifs de moyen et long terme. Alors je vous fais grâce de ce que dit le texte, parce que rien qu'à le lire, à 10h30, je suis encore ici, donc ce n'est pas l'objectif. Avec une procédure d'élaboration en 4 phases, mais, parce qu'il y a déjà un mais, le Haut Conseil pour le climat, qui a été créé tout récemment, 2019, qui a remis son premier rapport, fait remarquer que le bilan des émissions de gaz à effet de serre que doivent faire tous les territoires, entre autres pour les régions,
est très loin d'être prise en compte. En avril 2020, il n'y a que 5 bilans régionaux. Après la sanction prévue de 10 000 €, donc on est très loin du compte, parce qu'un texte, c'est bien. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il est appliqué. On ne peut pas dire qu'il ne le soit pas, mais ça se discute. Il existe également un schéma régional de la biomasse. Et nous avons un exemple en Guyane où il est question de remplacer une centrale électrique qui marche au fioul pour la faire fonctionner avec la biomasse. Mais les régions, je parle donc toujours de la collectivité territoriale, la région, les grandes régions, donc la Nouvelle-Aquitaine ou la région Sud, doivent également élaborer un programme régional pour l'efficacité énergétique qui définit les modalités de l'action publique, l'accompagnement des propriétaires privés, des bailleurs, des occupants. On y reviendra. La rénovation énergétique des bâtiments est un point majeur de la transition énergétique. Nous le savons tous. Je parlais de l'échelon intercommunal. C'est la création du PCAET. Tout le monde sait ici que c'est le plan climat-air-énergie territorial qui, lui, décline de manière beaucoup plus précise sur un territoire beaucoup plus délimité, même s'il est important. Métropole de Nice, métropole de Lyon, ce ne sont pas des petits territoires. Toute une série d'objectifs stratégiques et opérationnels pour, je cite, une rare citation que je ferai, afin d'atténuer le changement climatique, de le combattre, de s'y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France. Toujours le schéma, international, Europe, national, région, EPCI, enfin métropole, commune, département moins. Le département a moins de rôle à jouer, mais enfin il existe quand même également. Et ce PCAET doit dégager un programme d'action, après diagnostic territorial, stratégie, etc. Et dans ce programme d'action, nous trouvons les territoires à énergie positive, les TEP. Alors je signale, je le développe un peu plus dans le rapport, qu'il existe une association qui s'appelle Leclerc, qui regroupe une centaine de collectivités, 300 partenaires, et que depuis déjà plusieurs années a mis en place, semble-t-il efficacement, ces fameux territoires à énergie positive. Donc ce n'est pas simplement une incantation, c'est aussi, ce qui est plus intéressant, une réalisation. Parce que l'incantatoire, souvent, tient lieu de réalisation. On pense que parler, c'est agir. Peut-être, mais tout de même vite ses limites. Là aussi, les documents d'urbanisme doivent effectivement respecter. Et je donne l'exemple, que je ne vais évidemment pas développer ici, de la métropole Nice-Côte d'Azur, dans ce nouveau plan climat 2019-2025, qui effectivement va des énergies renouvelables à la gestion des déchets, en passant par les mobilités, les véhicules thermiques, et toute une série de dispositions qui ont pour but, souvent on l'ignore, on voit Nice autrement, de faire Nice et de ses communes environnantes une métropole verte. Très tôt, la ville et la commune se sont mis à la dimension écologique. Ce n'est pas réservé à Monaco, c'est le cas également en ce qui concerne la métropole Nice-Côte d'Azur. Mais ça, c'est la planification. Ensuite, pour les modalités d'action, les territoires bénéficient de toute une série de compétences et d'organismes qu'ils créent ou auxquels ils participent, qu'ils peuvent utiliser comme instrument. Alors, c'est énorme. C'est un véritable puzzle. Je dirais que c'est comme un tableau impressionniste. Si on se colle dessus, on ne comprend rien. On voit des taches de couleur. Là, si on se colle dessus, on voit plein d'institutions, on a l'impression que ça part dans tous les sens. Quand on a un certain recul, on voit qu'il y a en effet une logique. Ce n'est pas un empilement, une accumulation d'armements. Ça a une logique particulière, en particulier dans le domaine du développement des énergies renouvelables. Alors que ce soit le Code général des collectivités territoriales, le Code de l'énergie, le Code de l'environnement, le Code de l'urbanisme, ces 4 codes sont concernés. Les instruments sont là, et pour faire simple, ici, aujourd'hui, cela permet de renforcer la participation donc, des territoires et de leurs groupements dans les sociétés de production d'énergie renouvelable, les ENR, et dans toutes sortes de modalités, prise de participation directe, indirecte au capital, avance en compte courant, le biogaz, l'association à l'exploitation hydroélectrique, où l'État crée des formes particulières de sociétés d'économie mixte, mais ça permet d'associer les collectivités territoriales. En France, je n'apprends rien à personne ici, j'imagine, l'énergie hydroélectrique est un facteur particulièrement important que l'on ne saurait négliger. Mais la loi sur la transition énergétique, la loi de 2015, donne toute une série de compétences diverses aux territoires, en faisant aussi bien des autorités organisatrices de la distribution d'énergie, et encore un acronyme, AODE, leur permettant de créer des agences locales de l'énergie et du climat. Toujours pareil, transition énergétique, réduction des gaz à effet de serre, c'est toujours le même objectif.
possibilité de créer un réseau de chaleur ou un réseau de froid, peut-être aussi on peut avoir l'un, on peut avoir l'autre également. Tout ceci devra être inscrit dans les plans d'urbanisme. C'est-à-dire que le droit de l'urbanisme est très lié, c'est une expression, au droit de l'environnement qui est très lié, bien entendu, au droit de l'énergie. Ce sont des codes différents, mais tout ceci se recoupe et se complète. Il ne faut pas y voir des juxtapositions sans liaison les unes avec les autres, ça n'a aucun intérêt, si ce n'est un joyeux cafouillage. Ceci obéit une logique. Alors c'est très technique, évidemment. La matière est technique, de toute façon. Donc la technique juridique l'est aussi, mais elle a un sens, elle a une direction bien précise. En énergie politique, je vais dire. Et la contribution à la rénovation énergétique passe en particulier, c'est intéressant, par le droit de la commande publique. Les contrats de concession, les marchés publics, tout ce qui est commande publique a été beaucoup modifié sous l'impulsion du droit européen, du droit de l'Union européenne. Eh bien, les commanditaires doivent systématiquement, dans la rénovation des bâtiments, dans la construction, dans les travaux qu'ils font faire, veiller à ce qu'il y ait recours à des matériaux de réemploi ou issus de ressources renouvelables ou limitant les effets des gaz à effet de serre. Et il y a même une loi dite POP, c'est joli, enfin ça n'a rien à voir avec la tradition orthodoxe, ça signifie Programme pour les orientations de la politique énergétique de 2005, qui vise, à travers les certificats d'économie d'énergie dans les bâtiments, puisqu'aussi bien avec les transports, les bâtiments représentent une des principales sources des gaz à effet de serre. À telle enseigne qu'il a même été créé un service public de la performance énergétique de l'habitat, appuyé sur des plateformes partout maintenant, des plateformes informatiques. Et ce qui est intéressant, pour parler d'une actualité récente, c'est que le plan de relance économique de 100 milliards d'euros, qui a été adopté le mois dernier, en septembre, fait de la rénovation énergétique des bâtiments, publics et privés, un enjeu majeur. Et à elle seule, sur ces 100 milliards d'euros, vous le savez, 30 milliards d'euros sont affectés à la transition énergétique. C'est donc important. 4 milliards d'euros, entre autres, pour les bâtiments publics. Les logements sociaux ne sont pas négligés, ni également les logements privés, avec toute une série de mesures détaillées, d'ailleurs, sur les sites du ministère de l'économie, qui sont très précises, très complètes, avec une procédure très particulière. Et l'économie implique forcément la production de déchets. Donc la loi de février 2020 sur l'économie circulaire donne des compétences supplémentaires, j'en ai depuis longtemps, aux collectivités territoriales en matière de traitement des déchets. Je parle ici des déchets ménagers, qui sont de leur domaine. Les déchets d'activité de soins ou d'autres types de déchets sont traités autrement. Et là, nous retrouvons la région qui est en charge de la coordination de l'animation des actions conduites en matière d'économie circulaire, notamment, dit le texte, pour l'écologie industrielle et territoriale. Alors, la région se retrouve évidemment en chef de file, mais pour l'essentiel, les pouvoirs sont ceux du maire, entre autres des pouvoirs maire ou le président des EPCI, pour la lutte contre les dépôts sauvages, la lutte contre le gaspillage. Et encore une fois, nous retrouvons la commande publique. Je cite simplement un exemple. Dans les cahiers de charges, il faudra prévoir la réduction de la consommation de plastique à usage unique, la production de déchets et privilégier les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées. Donc, on est toujours dans cette logique et la puissance publique, à travers la commande publique, doit donner l'exemple de l'écologie, pour faire simple. Et bien entendu, on ne saurait oublier, et je terminerai par là, les mobilités, on appelait ça autrefois les transports, mais enfin ça fait plus joli sans doute de dire mobilité. L'attention, c'est vers la neutralité carbone. Il y a une nouvelle organisation de la compétence des mobilités avec l'apparition, un acronyme de plus, d'AOM. Tout le monde aura compris qu'il s'agit d'autorité organisatrice de mobilité. Donc je vous explique dans le rapport comment ça fonctionne, c'est très complexe. Et la région, là aussi, est très présente, mais la région, les EPCI, mais ce n'est pas la seule. En tout cas, cette loi vise un maillage territorial. Et ça ne concerne pas que les transports scolaires ou les mobilités actives. On s'attend à voir apparaître la fée clochette. Non, elle n'est pas là. Et des dispositions sont en faveur des mobilités écologiques. Nous arrivons à ce que vous connaissez, le déploiement des véhicules électriques, le déploiement des bornes, la création de services par les communes. Et dans leurs achats, on y revient encore, l'État, les collectivités territoriales doivent intégrer une part
qui est fixé précisément en pourcentage, de véhicules à faible émission à chaque renouvellement des acquisitions, avec, bien entendu, encore un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables. Ouf. Mais c'est la formulation entière de la description de ce schéma, avec des plans vélo et la création et la reprise de zones à faible émission de mobilité, réservant l'accès à des zones pour des véhicules moins polluants, étant donné que dans ces zones, les normes de qualité de l'air ne sont pas respectées de manière régulière. Et il y en a, à l'orée 2021, une dizaine. Je vous les cite, c'est caractéristique. Les métropoles, Aix-Marseille-Provence, Grenoble, Lyon, Montpellier-Méditerranée, Nice-Côte d'Azur, Paris, Rouen-Normandie, Strasbourg, Toulon, Toulouse. Ce sont des zones où il y a, on comprendra pourquoi, des problèmes pour respecter les normes en matière d'écologie. Et tout récemment, il ne faut pas négliger le train, le gouvernement, alors là c'est début octobre, annonce son objectif, suite à la remise d'un rapport par la SNCF, de doubler la part modale du transport ferroviaire autour des grands pôles urbains d'ici 10 ans. Le rapport SNCF relevant que des métropoles comme Nice, je m'excuserai de citer, mais enfin bon, évidemment je connais bien, ont déjà de véritables projets. Et encore une fois, et c'est intéressant de le relever, c'est systématique, ça revient comme un leitmotiv, c'est aux régions et aux grandes agglomérations de décider du niveau de service envisagé. Donc l'international, l'européen, l'État, les régions et donc les EPCI, en particulier les métropoles, mais pas uniquement, beaucoup plus que les communes, même si les maires ont quand même des compétences importantes, seul le département ayant des compétences, mais résiduelles dans le domaine. Il est clair qu'il n'est pas au cœur du processus de la transition énergétique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, juste un mot. Merci professeur, parce que on voulait, et cette étude sera suivie l'an prochain, remettre en perspective tout le cadre juridique extrêmement complexe, vous l'avez compris, qui régit la transition sur les territoires, puisque les universités E5T, je le rappelle, pas pour ceux qui nous connaissent, mais pour tous ceux qui viennent pour la première fois, a vocation à articuler l'ensemble enfin en tout cas mettre en évidence toutes les articulations qui existent entre le monde de l'entreprise de toute taille, le monde politique, le monde juridico-administratif, qui est pas simple, parce qu'on a bien compris que cette transition énergétique était l'affaire de tous et qu'il y avait bien un besoin d'impulsion publique, y compris des budgets verts. Ce sont des sujets qu'on suivra dans le futur avec cette articulation publique-privée qui n'est pas simple, mais qui en même temps est nécessaire pour pouvoir promouvoir, pas seulement au niveau français, mais au niveau européen, dans le cadre du Green Deal, des actions. Donc merci, professeur, et puis on suivra la façon dont ces plans et ce cadre juridique donnent de l'espace ou peut-être parfois contraignent trop. C'est une question que je pose. Merci à vous. Et on va tout de suite accueillir Christophe Philipponneau, à qui va revenir la charge de nous faire un résumé rapide. C'est comme dans les séries Netflix de ce qu'on a vécu hier. Donc Christophe, à toi la parole. Merci Myriam. Merci. Donc effectivement, c'est à moi que revient la charge ou l'honneur, en tous les cas, de vous restituer les échanges qui ont eu lieu pour l'avant-première. Je rappelle que cette avant-première a pour objet de mettre en avant les actions qui ont été menées dans un territoire, dans le territoire rochelais, et répondant à des problématiques de l'université de l'année en cours. Nous avions décidé d'organiser des ateliers sur 3 thématiques. Première thématique, le tourisme. Vous comprenez bien que le tourisme sur notre région est important. La deuxième thème, c'était la formation. Et le dernier thème était la mobilité. Alors, la première table ronde qui était sur le tourisme durable, et donc le tourisme durable et responsable. Comment le relancer ? Vous vous doutez bien que l'actualité Covid a largement interféré sur nos discussions et avec des prises de position et avec quelques chiffres qui sont quand même révélateurs. Dans la région, le tourisme, pour 2020, la baisse est prévue et de l'ordre de 20 à 30% du chiffre d'affaires.
Nous avons aussi un tourisme hivernal par les Pyrénées, etc. À ce jour, il y avait normalement tous les ans, à peu près à cette date, 70% des réservations dans les périodes pleines. À ce jour, c'est 10% seulement. Donc ça veut bien dire qu'on a à revoir un peu notre relation, notre paradigme par rapport au tourisme, parce qu'il va falloir réagir par rapport à ça. Sachant quand même qu'il faut savoir que le tourisme dans la région Nouvelle-Aquitaine, c'est le premier secteur économique. D'accord ? Avec cette problématique, c'est qu'on veut que ça devienne le plus durable possible, le plus vert possible, mais en même temps, c'est une activité qui génère énormément de déplacements. Donc on voit bien que la mobilité par rapport au tourisme était quelque chose d'important. Une autre donnée qui a été évoquée, qu'il faut prendre en compte, c'est que lorsqu'on fait des études sur le tourisme, un touriste à vélo, quelqu'un qui fait un tourisme lent, va dépenser 71 € en moyenne par jour sur le lieu dans lequel il est. Un touriste classique, on va dire, ne dépense que 49 €. Vous voyez la différence entre les deux, et qui donne bien aussi un sens au fait que ce tourisme vert est un tourisme d'espoir pour l'activité économique. Alors, ça, c'est les points où on se dit, voilà, le constat, etc., et ça peut être alarmant. Mais aussi, c'est gage de nouvelles opportunités, puisque lorsqu'on regarde cette année, 80% des touristes dans la région étaient d'un tourisme domestique, c'est-à-dire au minimum régional, voire national, mais très peu international. Ça veut donc dire qu'il y a bien un nombre de Français croissant qui redécouvrent notre pays, qui redécouvrent nos régions et tous les atouts de nos régions. Donc là, il y a un filon qu'il va falloir pouvoir exploiter, retourner nos trucs et faire, entre guillemets, faire peut-être venir moins de monde en avion et de loin, mais demander et encourager les gens à redécouvrir leur région, leur proximité, tout ce qu'il y a aujourd'hui à découvrir à côté de chez eux. Donc ça, c'est la partie importante là-dessus. Mais comment on fait ? Eh bien, effectivement, il va falloir développer à la fois des moyens qui correspondent à ce tourisme-là, donc des pistes cyclables augmentées. On en prévoit plus de 1000 kilomètres créés sur les 10 ans en région Nouvelle-Aquitaine. On va essayer également de faire que ce tourisme soit inclusif. On l'a vu, c'est pas un scoop, il fallait regarder un peu les journaux. Pendant le Covid, au mois de mars, il s'est passé des choses dans notre région, et principalement sur une île bien connue à côté, pas très réjouissant, c'est-à-dire l'accueil qui a été fait à certaines personnes qui venaient passer les vacances de Pâques chez nous et qui n'étaient pas forcément les bienvenus en période de Covid. Et donc, il faut qu'on travaille également parce que la population comprenne bien et soit intégrée et bénéficie de ce développement d'un tourisme local. Donc ça, ce sont les pistes qu'il y avait. Et on passe au-delà. Après, bien sûr, les personnes nous ont évoqué toutes les solutions qui sont sur la baisse des consommations énergétiques, des infrastructures, etc., etc. Mais déjà beaucoup plus classique. Mais ce qui est intéressant, c'est cette vision, cette inversion qui est de se dire il faut qu'on convainque à proximité et non plus très loin. Il faut qu'on développe ce tourisme de proximité. Et ça, c'est vraiment le grand mot et la grande conclusion de notre atelier tourisme, sachant que, bien entendu, tout cela ne pourra pas se faire sans des incitations, des aides, etc. Et on a la chance aussi que, dans le cadre de le programme Néoterra de la région Nouvelle-Aquitaine, eh bien, il y a tout un programme d'accompagnement, justement, au développement de ce type de tourisme. Voilà par rapport, j'essaye de parler assez vite parce que je vois le chrono là-haut. Et donc, voilà à peu près pour les besoins du tourisme, ce qui était important. Donc, tourisme, vraiment le mot leitmotiv, c'est tourisme de proximité. Ensuite, un sujet complètement différent, la formation, mais on voit bien qu'en fonction de ce qu'on va développer dans le tourisme, ça va développer aussi des besoins de formation pour adapter les personnes qui agissent dans ce cadre-là. Les hypothèses qui ont été évoquées et les chiffres qui nous ont été donnés. 16 700 emplois perdus sur le premier semestre sur l'agglomération de La Rochelle, liés principalement au Covid. Et encore, là, on parle d'emplois durables, pleins. On ne parle pas de tous les petits boulots qui ont été perdus dans cette période-là. On a également 75% des organismes de formation, malgré tout, 75% des organismes de formation ont continué à avoir une activité, ce qui est plutôt ça positif dans notre système. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait, dans le cadre de la formation, un problème, c'est qu'on était toujours dans un cadre de formation qui était d'inventer des nouveaux métiers. Alors que là, on a vu quelque chose arriver, et on le voyait pointer, mais ça a été mis en exergue, c'est que ce n'est pas les métiers qu'il faut réinventer, mais faire évoluer les métiers existants. Donc plus raisonner par « j'acquiers de nouveaux métiers », mais j'acquiers de nouvelles compétences, de nouveaux blocs de compétences dans mes métiers.
Ça, c'était quelque chose qui est revenu très rapidement sur la table. C'est l'évolution, justement, de ne plus penser systématiquement nouveaux métiers, nouveaux, mais évolution de métiers, de telle manière à les faire suivre. Vous l'avez tous vu, nous avons été très sollicités pour l'usage du numérique. Mais on considère aujourd'hui qu'il y a 20 000 apprenants, c'est-à-dire 20 000 stagiaires qui ont souffert du système parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de données et de compétences dans le numérique. Donc là, on voit bien aussi toute cette notion de bloc de compétences qui est important. Donc, ça, c'est le premier point, bloc de compétences. Et le deuxième point, c'est que lorsqu'on observe les formations très spécialisées ont souffert pendant cette période. Par contre, les formations généralistes ont vu leurs effectifs évoluer de manière exponentielle. Ce qui veut dire aussi que dans une période d'incertitude, eh bien, on se tourne plus en se disant « je ne vais pas me focaliser sur une spécialité, mais je vais essayer, je ne vois plus rien dans mes lunettes, je vais essayer d'avoir des métiers qui sont généralistes et qui m'ouvrent de multiples portes. » Et la conclusion qu'on a vue, c'est effectivement aussi plus généraliste et bloc de compétences, ce qui correspond un petit peu d'ailleurs à l'Université de La Rochelle qui aujourd'hui a mis en place un processus de formation qui est lié avec des activités majeures et des mineures à côté, c'est-à-dire un tronc généraliste assez important et avec des spécialités par bloc de compétences. On voit bien que là, il y a quelque chose, une impulsion qui est importante là-dedans. Et puis le troisième thème qui a été développé, c'est la mobilité. Alors la mobilité, on en parle beaucoup. On a reçu un prix hier sur l'OUSO, la mobilité hydrogène, mais on a voulu voir comment on pouvait travailler pour essayer de développer et faire changer le monde, changer les gens. Donc on a présenté d'abord un programme qui est le programme AgriMob. C'est un programme sur La Rochelle qui implique la CDA, l'association Atlantic, les petits rapporteurs, les écoles, etc., et qui est financé dans le cadre des C2E. Et on remercie là notre financeur C2E obligé qui est Picotti, qui nous finance l'opération. L'objet, c'est quoi ? C'est de trouver les moteurs qui permettent d'accélérer les changements et de la pratique de la mobilité. Ça, c'est le premier point. Et également trouver le moteur de développement pour les nouvelles offres de mobilité. Vous ne pouvez pas encourager les gens à changer si vous ne leur donnez pas les solutions. Et donc, AgriMob est un programme qui va avoir lieu pendant 3 ans sur La Rochelle et son territoire, et qui a pris l'objectif de se dire, on a enregistré quelque chose. Lorsque vous analysez les personnes et le changement, quand on vous dit quelque chose, vous en gardez 20%. Si on vous le fait faire, vous en gardez 80% parce que vous devenez expérimenter. Eh bien, nous, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va monter un paquet d'ateliers puisqu'on veut cibler plus de 20 000 personnes qui participeraient aux ateliers, impliquant les entreprises, les collectivités, etc., de telle manière à faire toucher, mais en réel, les personnes pour les encourager au changement, et surtout sur un changement durable. Il est très facile de se dire, je vais prendre mon vélo, et je regarde Thierry qui m'observe là-bas, je vais prendre mon vélo, et puis pendant l'été, je vais prendre mon vélo, et comme ça, je vais voir que j'ai changé ma mobilité. Sauf que la première pluie, le premier froid, je reprends ma voiture. Ce n'est pas un changement durable de mobilité, c'est épisodique. Donc c'est de voir comment on peut faire pour faire travailler l'ensemble des personnes et d'une manière durable là-dessus. Donc ça, c'est la partie accompagnement au changement. Deuxième, bien sûr, si vous faites ça, que faisons-nous à côté de cela pour y arriver ? Eh bien, la comité d'agglomération de La Rochelle nous a présenté son plan qu'il y avait aujourd'hui. Avec le but du jeu, c'est quoi ? C'est la réduction des déplacements. C'est clair, c'est que si on réduit nos déplacements, c'est un impact direct. C'est plus d'usage des transports alternatifs, c'est-à-dire les bus, les vélos, etc. Et puis travailler sur la mobilité propre, aussi bien pour le fret que pour le développement personnel. Et puis ensuite, il y a des actions spécifiques qui ont été mises en place, c'est-à-dire qu'il y a un développement des systèmes de bus, il y a le développement des services de mobilité aux personnes à mobilité réduite, il y a les notions d'autopartage, il y a les bateaux électriques, il y a les trains, il y a le parking relais en périphérie et les vélos. C'est-à-dire, ça fait un sacré panel. Ouais, mais à La Rochelle, ça fait 40 ans qu'on travaille là-dessus. Je rappelle que les premiers vélos jaunes, c'était en 1976 ici. Les premières rues piétonnes, c'était après. Les premières voitures en autopartage, c'était ici aussi. Donc, ce n'est pas un scoop. La seule chose qu'on nous donne, c'est qu'aujourd'hui, on donne un sens à cet ensemble en le faisant travailler de la même manière. Je pourrais vous sortir, j'ai une petite carte yellow ici. Bon, je ne vais pas la sortir, mais d'ailleurs. Et qui, entre guillemets, me permet, avec cette carte, de prendre un vélo quand j'en ai besoin, de prendre une voiture, de me stationner avec un seul outil. Ça aussi, c'est pour simplifier l'usage de l'ensemble. Au niveau des vélos, La Rochelle s'est dit, c'est très bien, on a des vélos en libre service partout. Aujourd'hui, on va atteindre, je ne sais plus exactement combien de vélos, je ne l'ai pas noté, mais c'est un nombre important. Mais ça ne suffit pas.
Parce que ça, c'est de l'usage occasionnel. On va accompagner les gens à changer leur mobilité en leur proposant des locations longue durée de vélo pour qu'ils puissent tester sur un certain temps leur adaptabilité à cela. Et puis, si jamais ça marche, eh bien, au bout de 3 mois, ils nous rendront le vélo. Et on va mettre en place des primes complémentaires à l'achat de vélo pour qu'ils puissent aller, cette fois-ci, en autonomie sur cette phase-là. Donc, toujours essayer de prévoir le coup d'après, de telle manière à démontrer que c'est possible. Et puis, le dernier point, effectivement, c'est tout le soutien aux entreprises et le soutien à la livraison du dernier kilomètre qui nous paraissent importants. Je me aperçois que je ne vais pas changer les feuilles de diapo, mais ce n'est pas grave. Le dernier point, et qui était le plus important pour nous, c'est qu'on a une formule, ici, c'est on dit ce qu'on fait, mais on fait ce qu'on dit. Et on a terminé nos ateliers par la découverte de tous ces outils qui sont mis en place, c'est-à-dire présentation des vélos jaunes en libre-service, présentation des stations de vélo, présentation des solutions de triporteurs dernier kilomètre qui viennent d'être mis en place sur La Rochelle au 1er octobre, qui permettent de livrer jusqu'à 350 kg, c'est-à-dire 2 palettes au magasin en centre-ville avec des triporteurs électriques. Présentation des triporteurs qui demain pourront faire de livraison de colis à hydrogène, vélo hydrogène, voiture hydrogène et les voitures électriques qui sont aujourd'hui à La Rochelle de 2 types. Vous avez ce qu'on appelle nos voitures toit jaune ou toit noir. Vous êtes dans le pays du rugby des jaunes et noirs. Eh bien, vous pouvez aujourd'hui louer des voitures toutes électriques pour des petits trajets, mais également des voitures hybrides, de telle manière à partir en week-end avec. Et je prendrai un exemple, c'est que cette voiture électrique, je vais regarder le système, vous prenez une voiture 7 places, hybride, vous faites un week-end sur la côte basque à Biarritz, le coût de location essence comprise du véhicule, c'est 160 € pour le week-end. Essence comprise, tous les kilomètres compris. Je pense que là, on a trouvé des solutions pour supprimer la deuxième bagnole. Merci à vous et voilà nos conclusions. Merci. Merci alors. Bravo. Alors merci et puis merci pour le contraste entre ce cadre réglementaire structuré dont a parlé le professeur Vallard et puis pour cette restitution. Et à nouveau, publiquement, je suis impressionnée, je crois qu'on est tous impressionnés par tout ce qui se fait ici à La Rochelle, qui est définitivement une région qui ancre sa volonté d'aller dans l'écologie historiquement, mais surtout qui est plus que jamais tournée dans le futur. Et je vous signale la parution d'un numéro spécial avec 4 pages dans Green Universe sur la transition énergétique dans la région, avec les exemples que tu as donnés, et puis je crois beaucoup de pertinence. Et puis chez E5T, on tient beaucoup à ce qu'il y ait des étudiants que je profite pour remercier parce que j'ai trouvé des étudiants remarquables dans les BXI. Et donc, un propos sur les compétences informatiques, sur la capacité à avoir des blocs de connaissances nouveaux qui fabriquent la différence entre ceux qui seront présents demain et porteront les drapeaux, qui porteront haut les couleurs du nouveau monde, et puis ceux qui auront plus de difficultés. Donc, on doit tous travailler.